La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partir camper pour fêter le nouvel an était une très mauvaise idée. Ma femme et moi, après avoir entendu un cri, nous sommes éloignés de notre campement et nous nous sommes dirigés vers l'endroit d'où provenait le bruit. Après quelques minutes de marche, nous sommes arrivés devant une cabane. Une voiture était garée devant, et à côté se trouvaient les restes horriblement déchiquetés d'un loup. Il y avait plusieurs traces de sang, dont l'une menait de la voiture au porche, puis à la porte d'entrée de la cabane. La porte elle-même avait été partiellement détachée de ses gonds et penchée vers l'intérieur. Le seuil était marqué de plusieurs griffures, dont beaucoup étaient profondes. Tout l'endroit ressemblait à une scène de crime, le théâtre d'un massage sauvage. À l'intérieur, juste sous la porte, nous avons trouvé un corps sauvagement blessé. La personne était manifestement morte depuis plusieurs heures. Un feu couvait dans la cheminée, et à côté se trouvait un ordinateur portable dont la batterie était presque déchargée. Il était évident qu'un événement horrible s'était produit. J'ai donc emporté l'ordinateur portable avec moi jusqu'à notre campement et j'ai lu le document affiché à l'écran, tandis que ma femme signalait notre découverte aux autorités. Sachant comment la police locale réagirait à ça, j'ai décidé de publier ce que j'ai trouvé dans l'ordinateur portable. Je pense que l'histoire tragique de cette personne mérite d'être racontée plutôt que d'être ignorée et enfermée comme preuve. La voici. Il y a des gens qui vivent dans les bois et qui ont renoncé à toute revendication envers la société. Des personnes qui, pour une raison insensée et misanthrope, ont décidé de se libérer des contraintes comportementales telles que la civilité, la courtoisie et la miséricorde. Des personnes qui commettent des actes atroces et abominables, au service d'un esprit maléfique des bois. Lors d'une excursion près de la cabane de mon père, où nous allions passer le week-end, mon ami Tim et moi avons rencontré l'une de ces personnes. Nous l'avons vu accomplir un étrange rituel dans une clairière éclairée par la lune, une petite zone dégagée dont les arbres voisins semblaient s'éloigner consciemment. Cette personne, misérable en tout point, vêtue uniquement d'un pagne répugnant et souillé, se tenait debout dans un petit trou dans le sol bordé de pierres, qu'elle avait rempli de ce qui était sans aucun doute du sang. Rien ne permettait de deviner de quel animal il provenait. Affamé et fatigué après avoir passé la majeure partie de la journée à explorer les environs, Tim et moi sommes restés figés à l'entrée de la clairière, ne sachant pas quoi faire. Avant même que nous ayons pu songer à faire demi-tour, l'individu macabre nous a repérés et s'est mis à proférer une série de mots incompréhensibles qui, malgré leur caractère étrange, semblaient être des blasphèmes sinistres. Sa peau était jaunâtre et tachetée de taches de traces brunes et cramoisies, vestiges de ses actes obscènes. J'ai essayé de m'excuser, lui disant que nous allions le laisser vaquer à ses occupations. J'utilise le pronom « le », mais il m'était impossible de déterminer s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Mais la personne s'est contentée de rire de manière maniaque en guise de réponse. Puis elle a grimpé hors du trou. Tim n'était apparemment pas aussi dégoûté que moi, car il s'est rapproché d'elle et lui a répété ce que j'avais dit. La personne sauvage a craché quelques mots qui étaient apparemment grossiers, puis sans avertissement ni provocation de la part de Tim, a cherché quelque chose sous son pagne. Je n'avais rien vu pendre là auparavant, mais lorsqu'elle a retiré sa main, il y avait un petit objet rond et coriace,
pas plus gros qu'une batte de baseball. J'ai immédiatement eu un mauvais pressentiment, et Tim aussi, car il s'est tourné vers moi et m'a fait signe de m'éloigner. Je l'ai fait et lui ai fait signe de me suivre. Mais avant qu'il n'ait pu reculer, l'individu fou s'était lancé, l'a saisi par la taille avec une force surprenante et l'a mordu au cou. Tim tomba, et l'objet grossièrement sphérique que tenait le fou roula au loin. Quelque chose dans son mouvement me rappela autre chose, mais j'ignorais cette pensée et me précipitai pour aider Tim. La créature sauvage l'attaquait, lui griffant le ventre avec ses ongles sauvagement longs, et Tim était sans cesse déséquilibré par le sac toujours accroché à son dos. En les rejoignant, j'ai réussi à éloigner le fou, mais pas avant qu'il ne porte un dernier coup dévastateur à l'abdomen de Tim. Du sang jaillit de la blessure, et la voix de Tim devint aiguë et tendue. Paniqué, j'ai essayé de l'aider, mais il y avait trop de sang. Et nous avions bêtement oublié d'emporter notre trousse de premier secours dans la voiture. Profitant de mon indécision, la créature sauvage m'a frappé à la tête avec son poing noirci, et je suis tombé au sol. Les yeux remplis de larmes, j'ai regardé la créature envelopper Tim dans une sorte de piège qu'elle avait sorti d'une cavité dans le sol. La créature a travaillé rapidement et a enveloppé Tim en quelques secondes seulement. Mais ce n'était pas fini. Le fou ramassa l'objet qu'il avait laissé tomber et, après un rire maléfique et guttural, le serra dans sa paume. Il y eut alors une explosion poussiéreuse et une vague de chaleur, et je fus soulevé et projeté plusieurs mètres en arrière. Alors que je luttais contre la désorientation, j'entendis un rire maléfique, sombre et triomphant, puis le bruit faible de pas qui s'éloignaient. Lors de l'explosion, un éclat provenant d'un arbre déchiqueté m'avait atteint à la jambe, me clouant au sol. Ce morceau, une grande pointe déformée, était en partie enfoncé dans ma cuisse, le reste étant profondément enfoui dans la terre. Tim se trouvait à quelques mètres de là, se tortillant sans cesse dans le filet. L'explosion de la bombe artisanale ne l'avait pas blessé, du moins pas au point d'entraver ses mouvements. Il grognait et sifflait en essayant de se libérer, ce qui m'a fait paniquer. Et dans ma panique, je n'ai fait qu'aggraver la douleur de ma blessure à la jambe. Le sang jaillissait de ma cuisse, et j'ai ressenti une vague de nausée à cette vue, puis une sensation alarmante de vertige. Lorsque la poussière se dissipa, je compris pourquoi Tim grognait et sifflait. Et ce n'était pas à cause de la douleur ou de la frustration causée par son emprisonnement. Les yeux de Tim étaient désormais rouges, et son visage semblait aussi macabre que celui de l'homme fou. Son corps tremblait de manière incontrôlable, et ses membres se contractaient spasmodiquement. En se débattant, il avait encore plus ouvert la blessure à son abdomen, et une partie de ses entrailles était tombée en un tas informe. Je pouvais les sentir, et j'ai commencé à m'étouffer à cause de l'odeur nauséabonde. Tim n'était manifestement plus Tim. Il avait été transformé en une créature monstrueuse par cet abominable démon des bois. Bouger ne faisait qu'augmenter la douleur et la perte de sang. Mais je devais bouger, car les liens qui retenaient Tim se défaisaient. Son infatigable endurance de mort-vivant dénouait rapidement les nœuds. En quelques secondes, il serait libre. Le cœur battant à tout rompre et les larmes coulant de mes yeux, j'ai saisi le morceau de bois noirci et l'ai lentement retiré de ma jambe. La douleur était indescriptible. Je ne trouve aucune analogie comparable pour exprimer avec précision l'agonie de ce retrait macabre. Une fois le morceau retiré, le sang a commencé à couler encore plus abondamment. Alors j'ai ramassé une poignée de terre et je l'ai tassée dans la plaie. Puis j'ai utilisé une feuille comme bandage de fortune, mon sang servant d'adhésif. C'était insalubre, une invitation à l'infection, mais je n'avais pas d'autre choix à ce moment-là.
Je ne sais pas si c'était l'odeur de mon sang frais ou l'excitation provoquée par le fait que ses liens se défaisaient, mais Tim redoubla d'activité et, quelques instants plus tard, il s'était libéré des cordes semblables à des lianes. Le voir se relever, les viscères pendant sous sa chemise déchirée, fut suffisamment terrifiant pour me plonger dans un état d'hyperactivité. Ignorant la douleur de ma jambe, je me suis relevé précipitamment et j'ai boitillé vers la cabane, tandis que derrière moi, Tim avançait d'une manière horriblement humaine. Je n'ai pas pris la peine de me baisser sous les branches, mais je les ai traversées. Certain que si je faisais des manœuvres trop brusques, je m'effondrerais et deviendrais la proie de mon ami cannibale et vorace. Heureusement, un loup, ayant peut-être senti mon sang, est sorti en hurlant d'un coin sombre de la forêt, et le bruit a brièvement distrait Tim. En l'absence de poursuite, j'ai réussi à entrer dans le jardin devant la cabane, où j'ai trouvé mon sac à dos posé par terre près de la voiture, ses poches ouvertes. Sans perdre de temps, j'ai cherché mes clés de voiture et les ai trouvées là où je les avais laissées. Il y eut une agitation dans les bois derrière moi, dont les détails étaient cachés par les ombres. Je ne savais pas trop qui j'espérais voir sortir vainqueur. Si c'était Tim, cela signifiait qu'il était plus fort qu'un loup sauvage. Si c'était le loup, alors il y avait peut-être un loup mort-vivant, ce à quoi je savais que je ne pourrais pas faire face. Sentant le vertige revenir, accompagné d'une vague de panique, je me suis rapidement traîné jusqu'au côté conducteur de la voiture. Je suis monté, j'ai fermé la porte et j'ai inséré la clé, résistant à l'envie de faire une pause maintenant que j'étais dans un endroit sûr. J'ai tourné la clé, m'attendant à entendre le merveilleux bruit du démarreur, mais rien ne s'est produit. J'ai réessayé, mais le silence et l'inactivité mécanique persistaient. Avec un gémissement et une nouvelle vague de douleur, j'ai réussi à sortir de la voiture et à boitiller jusqu'à l'avant. En ouvrant le capot, j'ai été confronté à une vision surprenante qui m'a fait froid dans le dos. Le moteur avait disparu. Pendant mon absence, quelqu'un l'avait démonté. J'avais ma petite idée sur l'identité de cette personne, mais je savais que cela n'avait plus d'importance, que je ne pouvais plus rien y faire. Un sentiment d'extrême fatigue m'envahit alors, et tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était m'allonger dans l'herbe et me reposer. Mais à ce moment-là, quelque chose remua dans les buissons juste derrière la pelouse. Appuyé contre la voiture, je me suis tourné vers la source du bruit et j'ai vu Tim émerger de l'ombre, couvert de sang, avec plusieurs nouvelles entailles sur le visage, le cou et la poitrine. Le loup s'était battu avec acharnement. Dans la main droite de Tim se trouvait le cadavre mutilé de l'animal, ou ce qu'il en restait, qu'il avait traîné depuis le lieu de leur combat. Me regardant droit dans les yeux, ses yeux injectés de sang et pleins de malice, il me lança la carcasse molle, qui atterrit avec un bruit sourd à quelques mètres de moi. La chose avait l'air dégoûtante, dégonflée, et je vis qu'il lui manquait un gros morceau de l'abdomen. Tim s'était nourri de la chose après l'avoir tuée, mais apparemment, il n'avait pas été satisfait par ce repas, car après un gargouillis inarticulé et peut-être moqueur, il se jeta sur moi, les mains ensanglantées tendues. À la surprise de Tim et même à la mienne, je parvins à éviter son étreinte en me repoussant de la voiture, ce qui me fit tomber la bonne distance. Tim heurta la voiture, et je faillis vomir en entendant le bruit humide de ses entrailles contre la portière. Sachant que je ne serais pas capable d'esquiver une autre de ses attaques, j'ai commencé à ramper vers la porte de la cabane, pensant qu'il valait mieux m'enfermer à l'intérieur plutôt que de courir sans but dans les bois. Les larmes aux yeux, j'ai gravi le porche et atteint la porte d'entrée. Heureusement, je l'avais laissée ouverte, et avec mes dernières forces, je l'ai poussée, et m'aidant du cadre de la porte, je me suis hissé à l'intérieur. Au moment où je fermais la porte,
Tim arriva en courant sur les marches du porche. Son corps heurta la porte sans succès. Il recula et chargea à nouveau, et je restai conscient juste assez longtemps pour m'assurer que la porte tiendrait bon. N'ayant plus aucune force, je m'évanouis. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, sans me sentir mieux qu'avant. Il faisait encore nuit dehors et les odeurs de mort et de décomposition précoce étaient non seulement toujours présentes dans l'air, mais elles étaient encore plus fortes qu'au moment où j'avais fui Tim. Je me suis assis. J'ai vérifié la porte et j'ai ri doucement en voyant qu'elle n'était pas verrouillée. Mon pied, celui de la jambe blessée, avait servi de butoir toute la nuit. Si Tim avait été un peu plus malin, il aurait pu forcer la porte en tournant la poignée et en poussant contre mon membre affaibli. Me sentant toujours épuisé, je puisais dans les réserves d'énergie que le repos avait à peine reconstituées et me forçais à m'asseoir. De là, je me penchai en avant et verrouillai la porte, puis je rampai et je traînai jusqu'à la cuisine, où je pris une nouvelle bouteille d'eau dans le réfrigérateur. Il n'y avait pas de nourriture à l'intérieur. Je n'avais pas eu le temps de déballer mes affaires plus tôt dans la journée, alors je me contentai de grignoter des glaçons pris dans le congélateur. Une fois ma soif étanchée, je m'assis sur le sol de la cuisine et tendis l'oreille, espérant n'entendre rien du tout. Mais au bout d'un moment, je perçus un bruit faible, à peine audible, provenant de l'arrière de la cabane. La respiration rauque et saccadée, indubitable, d'une créature mort-vivante attendant une victime à chasser. Soit Tim m'avait oublié et était tombé dans une sorte d'état de dormance, soit il attendait simplement que je quitte la cabane. La raison importait peu, il était là, dehors, et je n'avais pas assez de nourriture et de provisions pour survivre dans la cabane. Désormais profondément conscient du bruit que je faisais, je me suis péniblement frayé un chemin jusqu'au salon et je me suis hissé sur le canapé avec ma bouteille d'eau. Je me suis maudit d'avoir laissé mon sac à dos dehors, mais j'ai accepté le fait qu'il était perdu. Je n'allais pas prendre le risque d'ouvrir la porte pour aller le chercher. À la place, j'ai utilisé ce qui restait de l'eau pour nettoyer la blessure. Puis j'ai utilisé des essuie-tout de la cuisine pour la panser. Ce n'était guère mieux que la terre et les feuilles, et ce n'était pas très beau à voir, mais la peau de ma cuisse n'avait pas encore pris une couleur malsaine, et la seule mauvaise odeur provenait de la boue imprégnée de sang. J'ai trouvé une boîte d'allumettes sur la cheminée. J'ai allumé un feu, et je me suis recroquevillé aussi près que possible sans me brûler. À mesure que la nuit avançait, la respiration de Tim devenait de plus en plus claire, malgré le bruit ambiant. Physiquement, je me sentais très mal. Émotionnellement, j'étais anxieux et complètement effrayé. Je sentais monter en moi la dépression et la dissociation, après avoir été témoin d'événements aussi horribles. À un moment donné, j'ai dû m'assoupir, plus à l'aise que je ne le pensais près du feu. Car j'ai soudainement repris conscience de manière atroce lorsque mon coude a glissé dans les flammes. J'ai crié. Je me suis éloigné du feu et je suis tombé par terre. Ce mouvement brusque a provoqué une douleur monstrueuse dans ma jambe perforée, et j'ai crié à nouveau. Cette deuxième explosion de douleur a bien sûr attiré l'attention de Tim. J'ai entendu sa respiration se transformer en une succession saccadée. Puis il s'est précipité vers l'arrière de la maison. Il n'y a pas de porte à cet endroit, seulement des briques solides. Et pourtant son corps faisait trembler toute la structure à chaque collision. Alors qu'il se jetait contre elle encore et encore, il poussait un long rugissement inhumain, qui finit par faire taire tous les autres bruits nocturnes. Cela a commencé il y a environ 5 minutes, et il continue. Il continue de se jeter contre la cabane. Il s'est déplacé un peu et il attaque maintenant le côté gauche, le plus proche de la cheminée. Confiant qu'il lui faudrait un certain temps pour atteindre l'avant, s'il a encore la moindre idée de ce qu'est l'avant d'un bâtiment, je suis allé dans la chambre d'amis de la cabane et j'ai trouvé le vieil ordinateur portable de mon père. Il n'y a pas de connexion Wi-Fi ici.
et la batterie n'a plus que 13% d'autonomie. Mais cela suffit au moins pour enregistrer ce qui m'est arrivé. Je doute pouvoir sortir d'ici vivant. Alors je suppose que je devrais raconter mon histoire et celle de Tim. J'espère que quelqu'un tombera dessus rapidement. C'est sombre et tordu à dire, mais j'espère que le corps de Tim se décomposera dans les prochaines heures. Pas pour moi, mais pour ceux qui pourraient se promener dans cette partie de la forêt. S'il est capable de tuer un loup, qui sait ce qu'il pourrait faire à un être humain? Donc, si vous lisez ceci, et que ce n'est pas parce que je vous ai demandé de le faire lors d'une interview à la télévision pour avoir été la première personne à survivre à une attaque de zombies, alors je suppose, soyez prudents, où que vous soyez. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Au moment où je finis de lire cette histoire dans la cabane de cet homme, je pense que Tim est arrivé devant la maison. Alors, je devrais refermer l'ordinateur et essayer d'aller caler quelque chose contre la porte pour ne pas être la prochaine victime.